Quand les gens ils viennent te voir en tant que préparateur mental, quel genre de soucis ils ont? Alors, très souvent, c'est la gestion des émotions. Ok. Très, très souvent, c'est soit au niveau du stress, soit au niveau des énervements. C'est vraiment les deux plus gros cas de figure. Ouais, Voilà. ça J'arrive pas à rejoint gérer mes ça. émotions. Ouais, Ok. c'est vraiment. Donc plus dans la colère, Ouais. dans la Ouais, ouais, frustration. les gens, ils sont vraiment en mode, voilà, je suis trop en colère. Dès que je rate une balle, très souvent, c'est ça, en fait. C'est qu'ils n'acceptent pas l'erreur. Ils n'acceptent pas l'erreur, ils n'acceptent pas l'échec. Ils acceptent pas de perdre contre quelqu'un qui, pour eux, est moins fort qu'eux. Et donc, du coup, ça les met en frustration, ça les met en colère. Et c'est vraiment la principale raison qu'ont les gens de venir me voir. Il y a ça, et puis à l'autre côté, ceux qui sont un peu plus sur le côté sensible, le côté j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à faire mon jeu, à l'entraînement je joue bien, mais dès que j'arrive en match, je suis tétanisé, voilà, je gère très mal mes émotions, je suis vraiment voilà, soit dans du négatif, soit des fois je baisse les bras alors que le match peut être à ma portée. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments principaux que je vois, mais vraiment régulièrement, que ce soit au tennis, mais dans quasi tous les sports. Ok. Ouais, tu fais pas que le tennis, tu fais padel, les chevaux, le golf. Ouais, le golf, je fais plein de trucs. J'ai même travaillé avec un joueur de pétanque, tu vois, de haut C'est niveau vrai. aussi. Ouais, ouais, ouais. Putain. Ah, Il t'as y a de plein de choses, l'émotion c'est cool. quand tu pointes, t'as de l'émotion quand tu tires. Vraiment, Ok. c'est cool. Et sans parler d'entreprise aussi, où tu as plein de gens qui, voilà, qui Ah bah oui, pareil. oui. Ouais. Tu vois les parallèles, ouais. On- Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de parallèles. Et puis même, tu vois, les sportifs, souvent, quand ils viennent derrière, ils disent, ah ouais, mais ça, punaise, Antoine, on a fait ça, ok, ben, dans ma vie, punaise, en fait, j'ai fait un parallèle, un transfert, mais tu vois, dans la gestion de ma relation avec ma femme aussi, ça m'aide parce que je viens de comprendre ça. Et puis au boulot, donc en fait, c'est circulaire, quoi. Ok. Donc là, quand tu dis, je viens de comprendre ça, quel genre de... Bon, on ne peut pas faire peut-être sur une généralisation, on va peut-être en reparler après, mais quel genre de solution quand tu parles de ça? Quel genre de choses ils se rendent compte? Bah, ils se rendent compte, en fait, beaucoup, que le problème, c'est eux qui le créent tout seuls dans leur imagination. Ah, Euh, très souvent, très souvent, en fait, quand on a un problème ou qu'on se dit avoir un problème, on a la solution en nous. Donc ça, c'est le côté hyper sympa du coaching aussi. C'est qu'en fait, on sait que la personne qu'on va aider a la solution en lui. À partir du moment où il détecte une problématique, il a déjà, pour moi, 50% de la solution et de la réponse. Quand quelqu'un vient et te dit, punaise, c'est le bordel, mais je sais absolument pas ce qui se passe. Là, c'est plus complexe et voilà, il y a déjà un travail de recherche. Mais quand la personne sait exactement sa problématique, il y a juste à sortir la boîte à outils, regarder quels moyens on va utiliser. Et là, c'est juste trouver le bon moyen au bon moment qui va coller en fait à la personne. ok. Donc là, par Donc, exemple, j'arrive et on prend l'un des exemples que tu as donné. À l'entraînement, je joue comme ça. Là, je joue comme une poire. Comment je m'y prends? Là, je sais déjà suffisamment comment faire. Quel genre de truc? ouais, bah, quand la personne, par exemple, va te dire ça, bon, ben, j'arrive et à l'entraînement, je joue super bien et en match, il y a tout qui s'effondre, il n'y a rien qui se passe. Mhm. Ok, déjà, on va checker un petit peu quels sont ses objectifs. Donc, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif en match déjà? Est-ce que c'est des objectifs de résultat? Est-ce que c'est des objectifs plutôt de progression? De voir ça. Et puis après, c'est surtout les attentes, en fait. La plupart du temps, c'est qu'on se met des attentes en fait, et on se met trop d'attentes. Et à partir du moment où on a une attente, c'est soit on y arrive et à ce moment-là, on est à peine content, très, très concrètement, et on se dit ah c'est normal, ou soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, eh ben on commence à se juger, à se traiter de tous les noms, et puis c'est la dégringolade émotionnelle. Quand tu parles Donc d'attente, très c'est une souvent, attente de jouer à un certain niveau, c'est une attente de battre un certain gars parce qu'il est moins bien classé. C'est quoi que tu parles d'attente? ouais, c'est ça en fait. Une attente, c'est à partir du moment où on va s'obliger entre guillemets, de réaliser quelque chose. Par exemple, je joue en contre, une classique au tennis.
Je joue un mec qui a 2 classements de moins que moi. Bon, je suis obligé de gagner. Je peux pas perdre 2 classements en dessous de moi. Donc là, déjà, tu crées une attente et un objectif dans du vivant parce que tu connais pas le mec, tu sais pas, voilà, les conditions du jour, tu sais pas l'état psychologique dans lequel tu vas être pendant le match, la prestation que va faire l'autre. Donc en fait, tu te projettes sur quelque chose dans lequel tu n'as pas forcément 100% de contrôle. Et à partir de ce moment-là, si ça se passe pas exactement comme toi tu l'as décidé, et ben, généralement, la machine à émotions négatives, à crispation, à frustration et le jugement va arriver très vite et là, ça peut mal se passer. Et très souvent, c'est le cas. Ok, je fais un peu l'avocat du diable. Euh, Il y a des personnes, j'imagine, qui pourraient dire, ouais, mais je peux pas accepter ça. Tu vois, je vais me forcer à jouer un certain niveau. Je peux pas accepter de battre contre un joueur. Tu vois, d'être dans le, je dois faire ça. Il faut absolument que je peux pas me permettre voilà, d'un tel niveau, quoi. En fait, c'est là toute la subtilité. Et tu as raison de souligner ça, c'est hyper important parce que la plupart des gens vont se reconnaître là-dedans en disant, mais non, on peut pas perdre de placement en dessous, c'est pas acceptable. Voilà, des jeunes qui sont en sport-études ou dans des pôles, c'est encore pire. Oui, avec tout l'investissement qu'on fait là-dedans, que font nos parents, c'est pas possible. Ou les jeunes, tu vois, qui sont sur les circuits ou même adultes, quand on est sur circuit pro, attends, j'ai pas fait tout ça pour perdre contre un tel. L'idée, en fait, c'est pour moi de plus contrôler ce que tu peux contrôler venant de toi, c'est-à-dire bien te préparer, ressentir vraiment comment tu es au moment présent, essayer de gérer au mieux tes émotions avec les moyens que tu as. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu travailles déjà avec un préparateur mental ou pas? Est-ce que avec ton coach, tu as une bonne relation et puis tu as donné des tips pour pouvoir t'en sortir, que ce soit sur de la respiration, de la visualisation, des routines que tu mets en place, etc. À partir du moment où tu essaies d'ouvrir ta boîte à outils et pendant le match, de faire toutes ces choses-là, en fait, que tu gagnes ou que tu perdes, peu importe à partir du moment où après le match, tu peux parler vraiment tennis ou vraiment de ton sport. Trop souvent, on est sur les attitudes. Tu coaches comme moi depuis une vingtaine d'années. Tu sais que la plupart des matchs, très souvent, à part sur le très haut niveau, on parle beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de mental et de comportement que vraiment de tennis. Hein, même jusqu'en seconde série, les mecs, très souvent, tu es là et tu lui reprends, oui, mais à tel moment, fallait prendre un peu plus ton temps. À tel moment, pourquoi quand tu as tourné, tu t'es pas arrêté à faire tes routines, tes protocoles? Ah ouais, mais j'étais énervé. Ah ouais, mais à ce moment-là, j'y ai pas pensé. À partir du moment où tu mets toutes ces choses-là en place, en fait, après, c'est juste d'en rediscuter avec ton coach ou même avec tes parents, des fois, si tu suivent un petit peu et qui t'aident, ou toi tout seul, de prendre une petite feuille, un stylo et puis te dire, OK, qu'est-ce qui a bien marché pendant ce match-là? Qu'est-ce qui a pas marché? Comment? Et puis voilà, qu'est-ce que je continue à faire? Qu'est-ce que je vais faire différemment ou essayer sur les matchs d'après? Ou qui c'est que je pourrais appeler pour m'aider à trouver d'autres tips? Ou maintenant sur Internet, voilà, il y a une mine d'or aussi à tips qu'on peut trouver pour après se faire sa petite tambouille personnelle et se dire, ah ben voilà, tiens, tel type de routine marche, tel type de routine ne marche pas. Je fais ça, c'est toujours de l'exploration. Et on est là sur vraiment toujours se dire, ben, je veux le résultat, je veux pas perdre contre un tel, il faut absolument qu'à la fin de l'année j'ai pris 2 classements. Au lieu de très souvent de se dire un peu plus, ben voilà, je le vis sur du moyen terme où la saison est longue. Donc, ok, pendant une grande partie de la saison, eh ben, je vais vraiment travailler sur moi, sur ce que je peux mettre en place pour pouvoir performer à un moment donné et tous les éléments réunis fassent une super tambouille pour que derrière le résultat soit très bon par rapport à l'endroit auquel je suis et par rapport à ce que je produis sur le terrain, tu vois, par exemple, à l'entraînement et que ça se rapproche le plus possible en match. Pour ceux, bien sûr, qui sont meilleurs à l'entraînement qu'en match. Ok, donc ce que tu dis là, c'est à la place de se focaliser sur le résultat, sur le classement à la fin de l'année, c'est de se focaliser, comme tu dis, sur la tambouille. Et la tambouille, c'est euh, qu'est-ce que je mets en place dans mes matchs, et puis me rendre compte, ça a marché, ça n'a pas marché, et à chaque match, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux améliorer. Exactement. Mais tout ça aussi par rapport à l'émotion qui vient. Hmm. Parce que tu vois, à
force de faire, j'ai essayé plein de choses en tant que coach. J'ai beaucoup accompagné. Je dois avoir entre 300 et 400 matchs par an depuis une dizaine d'années. Donc, je fais énormément de suivi et de coaching. Et j'ai essayé plein de choses, beaucoup de statistiques, beaucoup de choses, que ce soit tactique, des choses après un peu plus pointues. Après, c'était énormément sur le côté mental, etc. Et en fait, je pense que pour gagner du temps, il faut savoir, OK, qu'est-ce qui m'aide par rapport à quelle émotion ou quelle situation? Trop souvent, quand on fait des stats, alors c'est sympa, mais en fait, t'as pas l'émotion qui vient avec la stat. Donc, Hmm. ça veut dire autant, par exemple, quand tu te mets dans un état d'esprit avant de servir, tu es hyper relax, hyper calme, et ben là, tu vas mettre 80% de première ou 90 et tu vas être sur un bon ratio. Et autant, il y a des moments dans le match où eh ben, tu vas être là et tu vas être beaucoup plus nerveux, beaucoup plus speed, et où là, tu vas rater beaucoup de premières, mais en fait, dans ton calcul de statistiques sur la fin du match, ça donne un ratio moyen, et on te dit, ouais, tu vas travailler ta première balle. Donc, tu vas faire des paniers de première, ok, mais en fait, t'as pas l'état émotionnel qui a enrayé la machine. Donc ça, c'est beaucoup de discussions, je pense, entre le joueur et son coach après le match, ou le joueur tout seul en remplissant, tiens, ben, quand je suis dans telle émotion, est-ce que je suis bon? Tiens, quand je suis dans telle émotion, est-ce que là, c'est difficile? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que le fait de faire de la respiration abdominale et d'aller à ma serviette, est-ce que ça m'a aidé derrière à être plus productif? Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là. C'est plein de petits détails, mais qui, mis bout à bout, en fait, donnent pour moi un résultat qui va vraiment soit sublimer le joueur, soit à l'inverse, faire en sorte qu'on va ramer. Et tu vois, pour avoir bossé beaucoup en sport-études, la plus grosse problématique que j'ai eue et que j'ai vécue, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand les joueurs arrivent en match, ils ont une boîte à outils qui grossit au fur et à mesure de l'année, avec tout ce qu'on peut faire en cours de mental. Mais en fait, en match, ils y pensent très rarement, tu vois. Et donc, du coup, vu qu'ils mettent pas en place et qu'ils sortent pas leurs outils pour pouvoir travailler, se faire la main, essayer, etc., et ben, du coup, tu perds du temps. Comme quand tu parles pendant la moitié de la saison à ton joueur, tu vois, d'émotion ou de fait d'arrêter d'avoir un comportement pourri sur un terrain et que tu lui parles pas de tennis. Tu vois, c'est pareil, tu perds du temps dans le projet. Et ça, les joueurs n'en ont pas forcément assez conscience. De se Ok, dire, voilà, chaque match, en fait, je suis pas très ouais, sûr de suivre tout. Alors, on va essayer un peu de détailler. Boîte à outils, est-ce que tu peux donner à la personne qui regarde ou à moi aussi déjà tout de suite là, quel genre d'outils ils ont dans leur boîte à outils? Et puis, l'autre chose qui me venait, c'est bah, s'ils ont des outils, pourquoi ils les utilisent pas là. J'ai du mal à suivre pourquoi ils font pas ça. Donc déjà, les outils, en et fait, après, pourquoi ils suivent pas? en fait, par exemple, on va prendre un outil très simple, routine avant de service. Ok. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, beaucoup de coachs, même tennis, qui sont pas forcément des préparateurs mentaux, tu vois, mettre en place aux joueurs, truc très simple, je fais un certain nombre de rebonds avant de servir, derrière, je regarde ma zone, je me dis dans ma tête quelle zone je veux, avec quel effet. Certains qui sont un peu plus à l'aise vont visualiser même le trajet de la balle avec l'effet, etc., ou se visualiser de l'extérieur pour frapper le service. Puis après, une fois qu'ils ont fait ça, ils respirent et hop, ils vont servir. Tu Ok. vois. Et moi, en ayant fait plus de 10 ans, tu vois, de suivi là-dessus, la plupart du temps, ils te disent, ouais, je l'ai fait, mais dès que les émotions négatives commencent à venir, ou dès que le mec va tricher sur une balle, ou dès que je commence à m'énerver, eh ben, je suis tellement, en fait, dans ma frustration, dans mon énervement, que, en fait, je le fais plus. J'arrive plus à le Ok. faire. Tu vois, c'est un petit peu, pour te faire le parallèle, l'image qui me vient, c'est comme si tu dis, voilà, j'ai une morning routine, tous les matins, je vais courir. Hmm. Je cours 45 minutes tous les matins. Hmm. Quoi qu'il arrive, normalement, Hmm. tu te mets ce process. Et un soir, tu vas faire un peu la fête, un samedi soir, tu vas rentrer à 2, 3 heures du matin, et le lendemain matin, tu vas te dire, oh non, c'est dur, c'est dur. Et c'est là la différence entre celui qui va être vraiment dans la discipline et vraiment aller peut-être plus vite que les autres, c'est que lui, il va se dire, OK, j'ai été en soirée, etc. Mais de toute façon, je sais que ça va me faire du bien. Je sais que pour mon organisme et même pour mon mindset, c'est hyper important. Donc, je vais aller courir. Et puis, tu as celui qui se dit, oh là là, là, j'ai trop la flemme. Donc, c'est pas grave, on va sauter une journée. Et puis, voilà. Et puis, 2 jours après, il va regarder un film très tard. Et puis, pareil, il va dire, ouais, mais ce matin, tu vois.
en termes de discipline. Et c'est ce qui est hyper compliqué. Et tu vois, avec la nouvelle génération Z des adolescents, là, c'est encore plus dur parce que cette discipline-là, j'ai l'impression, au fur et à mesure du temps, que c'est de plus en plus compliqué d'arriver d'être discipliné, mais dans le temps, tu vois. D'être discipliné pendant 2 ou 3 semaines, on peut y arriver. Mais pendant une saison entière, d'arriver à garder cette discipline de travail, de continuer, même dans les périodes où c'est plus compliqué, où tu perds un petit peu plus. Ça, c'est des choses où aujourd'hui, on veut tellement tout de suite que waouh, c'est complexe. Et tu vois, même pour les familles, même pour les parents, très souvent, je dis oui, mais pourquoi ils ne gagnent pas? Ça va, c'est cool, c'est le troisième tournoi de l'année, on prend le temps, on met des choses en place. Voilà, il y a toute une saison, donc ça va bien se passer. Je prends souvent pour ça, tu vois, l'exemple d'une maison. Quand tu construis une maison, que Mm. tu vois quand ils commencent à creuser pour les fondations, quand ils montent les murs, les agglos, tu dis toujours aux joueurs, mais est-ce que c'est joli? Ah ben non, c'est horrible. Est-ce que tu vois le résultat final? Ben non. En fait, on n'arrive pas à se projeter. Même quand tu arrives dans une maison, tu vois, qui est vide ou qui est qu'en agglo, tu te dis, mais c'est pas ça ma chambre, c'est pas possible, on peut rien mettre là-dedans. Et puis après, petit à petit, tu vois, ça se dessine, tu as le placo, tu as la peinture, tu as les petites choses, et puis après, tu habilles la pièce. Et au final, le résultat, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est beau, mais il a fallu de la patience. Pendant, tu vois, tous les travaux, et ben forcément, il y a eu des complications. Donc, il y a eu des choses à faire différemment. Il y a des choses qui ont cassé, donc il a fallu les réparer ou les changer. Donc, tu vois, c'est tout un process en se disant, pour moi, tu prends le truc, c'est que chaque saison, en fait, c'est comme si tu construisais une nouvelle maison, tu vois, ou comme si tu Mm. faisais un agrandissement. Donc, forcément, il y a des moments où ben, ça va pas être joli. Il y a d'autres moments où tu vas voir le visuel, tu vas dire, waouh, ah ouais, c'est joli. Et puis ça se fait comme ça prend le temps. Chez OK. certains, ça émerge beaucoup plus vite, chez d'autres moins vite. Ce que j'entends, c'est que à la place d'avoir cette idée de résultat et comment ça se fait que j'y arrive pas, et puis j'ai fait ma routine ou l'outil de ma boîte à outils pendant 2, 3 semaines, c'est d'avoir en tête plus le produit final et l'ensemble des choses que je mets en place au fur et à mesure. Tu parlais de tambouille tout à l'heure, mais d'avoir en tête, pour devenir fort mentalement, le fait qu'il va y avoir plein de choses à intégrer au fur et à mesure et que je tente, des fois ça marche, je tente un autre truc, ça marche pas, ok, je retente un autre truc et j'avance au fur et à mesure dans la connaissance de moi-même. C'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. C'est ça, mais chacun avec des choses qui vont émerger différemment, une manière différente. Et c'est ça qui est assez complexe, mais qui est assez beau aussi. Hmm. On l'a vu, on a travaillé un petit peu ensemble. Tu vois, je travaille beaucoup avec une approche qui s'appelle Action Type, donc sur vraiment l'individualisation de la performance, qui est beaucoup sur le haut niveau, Hmm. et où on part de l'intelligence du corps. Et donc, on se rend compte qu'on a tous une façon de fonctionner qui peut être différente et aussi une façon de pouvoir passer à l'action différemment. Donc, tu en as certains, le fait voilà, de se projeter vraiment sur le long terme, sur qui ils vont être, pour eux, ça va être vraiment mais le plus important. Et derrière, ils vont se construire au fur et à mesure. Tu en as d'autres qui vont être beaucoup plus dans le détail, dans le fait, chaque semaine, de faire des bilans, des choses hyper précises et hyper cadrées. Mais dans tous les cas, le fait de se dire, voilà, je suis en train de construire et il va falloir forcément réadapter les choses selon ce qui se passe, selon mon évolution. C'est hyper important, tu vois, pour synthétiser un peu le truc. C'est chacun va le faire de manière assez différente, mais par contre, tout le monde va devoir construire, entre guillemets, un petit peu de la même manière. C'est-à-dire avec des aléas, avec des super périodes, avec d'autres périodes qui sont moins bonnes. Et ça, c'est important. C'est comme le côté, voilà, il faut que je sois toujours positif. Non, non, c'est pas possible. Aucun être humain ne peut être toujours positif. Tu auras toujours des vagues émotionnelles. C'est comme Hmm. le temps. Il y a des fois, il va pleuvoir, il y a des fois, il va faire beau, il y a des fois, tu vas prendre un mois entier de beau temps, mais du coup, ça va amener de la sécheresse et derrière, ben, ça va faire d'autres dégâts. Donc, en fait, il faut vivre avec tout ça, il faut vivre dans tout ça et puis s'y adapter, accueillir ses émotions, accueillir ces choses et puis construire à partir de là. Pour moi, il n'y a pas de solution type.
Et pour moi, plus le temps passe, plus je suis convaincu qu'une solution n'est valable qu'un moment. Hmm. C'est-à-dire, t'as pas une clé qui va être valable durant le reste de toute ta vie. Selon les moments de ta vie, selon les moments de ta carrière, eh ben, il y a certaines choses qui vont plus marcher que d'autres. Après, et c'est là où c'est important de se connecter vraiment avec son corps et d'apprendre à mieux se connaître pour se dire, OK, tiens, à ce moment-là, ben, pendant un mois et demi, par exemple, sur les avant-matchs, je faisais un peu de boxe avec mon entraîneur, tu vois, dans les coulisses ou sur le parking. Ça m'aidait, je me sentais bien. Tiens, à un moment donné, maintenant, je sais pas pourquoi, je suis moins dans l'agressivité, je me sens moins là-dedans. Je suis un peu plus sage, j'ai gagné en sagesse, etc. Je sens que ça m'aide moins. Et donc, au lieu de se dire, bah, si, c'est ta routine, il faut continuer, il faut persévérer, se dire, ah, ben, tiens, il n'y a pas une routine un peu plus subtile ou différente qui pourrait m'aider mieux? Si on passe sur peut-être 5 minutes de concentration ou de travail, tu vois, au niveau visuel, avec les yeux ou quelque chose d'autre qui va me booster différemment, est-ce que ça peut pas être une autre solution qui va m'aider à ce moment-là un peu plus? Mais pour ça, il faut beaucoup d'ouverture, que ce soit de la part du joueur comme du coach, de dire, OK, il y a des choses qui marchent pendant un temps, mais dès qu'on voit, eh ben, qu'il y a moins de résultats ou moins d'influx, tu vois, se poser la question de se dire, OK, est-ce que c'est que l'outil maintenant, eh ben, est entre guillemets un peu has-been et il faut que je change d'outil, tu vois, dans ma mallette parce que celui-là il commence à rouiller un peu ou il est un peu fatigué ou il faut qu'il se refasse, tu vois, une petite beauté, je le pose et puis j'en prends un autre qui va mieux me convenir à ce moment-là. Ou est-ce que c'est moi dans mon intention, tu vois, qui n'est pas la même intention et du coup cette intention-là me correspond moins. Hmm. Tu vois, soit l'outil, pour moi, qui n'est plus bon, soit l'intention qui a changé avec le temps et avec les résultats, tu vois, et avec l'évolution. Et dans ce cas-là, est-ce que je change d'outil ou est-ce que je change d'intention? Ou ça peut être les deux aussi en même temps, hein. C'est Hmm. avoir la subtilité de se dire, OK, il y a du mouvement dans mon projet. Donc moi, qu'est-ce que je fais bouger aussi par rapport à ce que je fais au quotidien? Hmm. Ouais, ce que j'entends aussi, c'est que ça revient encore une fois au mindset, à l'attitude de recherche. Je suis tout le temps en recherche, je suis tout le temps à essayer de peaufiner, euh, moi j'aime bien l'idée, là, je construis la Ferrari, tu vois, et puis ok, là je mets un petit peu plus de trucs là, le pneu il était pas à la bonne pression, ok là ça, et donc là ce que j'entends c'est ça, c'est que tu parles de peaufinage et de remise en question. Tiens, finalement je vais pas prendre cet aileron, là cet aileron il marchait à un moment donné, là je change un autre, je pense à un autre, etc., etc. Exactement. Ok, super. Donc pas de solution pour un moment, pas de solution au général, mais de solution qui est pour un moment, et puis ça marche le temps que ça marche, et puis après on s'adapte, on continue à avancer dans notre chemin. Exactement. Pour moi, alors je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais voilà, j'aime pas vendre du rêve et je trouve qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de vendeurs de rêve en disant j'ai la solution, j'ai la méthode. Pour moi, une méthode est valable, mais pendant un moment donné, Hmm. sur une période. Ça peut te booster, ça peut te faire une bascule effectivement. Tu vois, tu vas avoir un espèce de truc de dopamine pendant, tu vois, un séminaire d'une semaine. Tu vas Ouais, dire, waouh, le formateur est incroyable, il m'a envoyé une énergie de dingue, donc c'est fait des hugs, c'était génial, tu vois. Et puis tu vas rentrer, et puis pendant 2, 3 semaines, tu vas être dans le truc, et puis dès qu'il va y avoir une petite vague émotionnelle, quelqu'un qui va venir, hop là, et puis tu vas redescendre, et souvent quand tu redescends encore plus bas que ce que tu étais avant, en disant, bah, attends, je comprends pas. J'ai fait un hmm. stage de dingue, on m'a donné des petits fous, et là, en fait, je suis encore plus perdu, tu vois. Hmm. Donc c'est pour ça que je dis, avec tout ça, prudence. C'est comme quand tu regardes les Reels, quand tu zappes un peu sur les réseaux, les trucs, t'as des vidéos qui te boostent, et puis ouais, ça va te booster un quart d'heure, 20 minutes, et derrière, si toi, tu continues pas, eh ben, c'est compliqué, quoi. Hmm. T'as prévu quelque chose, et puis ça se passe pas comme tu veux. Est-ce qu'il Mhm. y a un moyen pour aider la personne à gérer? Tu vois, elle a prévu qu'elle allait bien jouer, elle joue pas bien. Elle a prévu qu'elle allait Ouais, faire ça, et puis ça se passe pas comme ça. moi, très souvent, tu vois, la veille des matchs, je conseille aux joueurs, s'ils connaissent le club, tu vois, c'est top. S'ils connaissent l'adversaire aussi, de se dire, ben, tu vois, tu prends 5, 10 minutes avant de te coucher et juste avant de t'endormir, tu te fais le match dans ta tête. Mais tu t'imagines tous les scénarios possibles.
t'imagines que tu commences à être en train de perdre, tu t'imagines que c'est hyper accroché, tu t'imagines que tu es en train de gagner. Tu vois, selon la météo, si tu sais la météo et que tu vois qu'il y a vent force 1000, surtout nous dans le sud de la France, tu dis bon ben voilà, tu vois qu'il y a beaucoup de vent, donc tu sais que tu vas pas bien jouer. Donc quel est l'état d'esprit que tu vas dégager? Essaie de ressentir l'état d'esprit que tu vas mettre en place demain. Te voir rater, te voir faire des coups beaucoup sur l'adaptation, etc. Et donc du coup en fait tu prépares, si tu veux, ta tête et tu prépares aussi tout ton mécanisme interne à pouvoir réagir de différentes manières. Donc comme ça, t'es pas surpris de ce qui va se passer. Si tu veux, vu que tu l'as déjà vécu, exactement, vu que tu l'as déjà vécu à l'intérieur de toi, et ben au moins ton corps, quand il va se passer cette situation-là, vu qu'il aura déjà fait le film et qu'on sait maintenant avec toutes les études qu'il y a eu que le cerveau fait pas la différence entre une image qu'on se fabrique et une image qu'on vit réellement. Du coup, bah, c'est facile derrière émotionnellement à vivre la situation. Que si tu dis de toute façon, ce match-là, ça va être le match de ma vie, je vais être à 12 000, je vais tout envoyer, etc. Et que t'arrives et il y a rien qui se passe, tu sens pas la balle, quand même bien dire les joueurs de tennis, tu vois, je sens pas la balle, je fais que des fautes directes et là tu te dis mais c'est panique à bord. Si t'as déjà prévu un petit peu, au moins déjà, ok, c'est plus facile derrière pour pouvoir tu vois s'adapter, pour pouvoir se bouger, dire allez c'est pas grave, ça va venir, je vais pouvoir trouver des solutions par rapport à ça, je vais bouger un peu plus les jambes, je vais mettre en place un certain type de respiration, etc., etc. Ouais, tu te prépares vraiment à t'adapter. Ouais. C'est génial. Ouais, parce que de toute façon le tennis c'est un sport où il y a tellement d'adaptation. Tu vois, je prends le tennis, mais le padel, le golf aussi, tu vois, par exemple, même si on dit des fois, certains, oui, c'est toi, ça dépend, mais il suffit que, tu vois, tu rates un seul coup, derrière, ton mindset, tout de suite, il se transforme, quoi. Sur un trou, t'es devant, et puis derrière, boum, tu vois, t'es pas bon, et si chute libre, et t'arrives pas à le finir, derrière, tu passes d'un truc de leader, tu vois, peut-être pendant 2 jours de compète, au dernier jour où, punaise, tu dois venir rattraper, tu t'as plus rien, donc faut, faut avoir prévu un petit peu toutes ces choses-là. Ok, donc ça c'est vraiment l'outil visualisation des différents scénarios et qui me permet de m'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent de te préparer au stress et aux peurs que tu as par rapport à l'événement? Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est partir du corps. Ok, Tu l'as vu, on en a déjà ça. discuté, Ouais. on a fait aussi ensemble. C'est travailler, tu vois, avec Action Type, avec l'approche. Ce qui est bien, c'est qu'on part de l'intelligence du corps. Et encore une fois, une chose qui est importante pour tous les gens de comprendre, c'est que la première intelligence de l'être humain, c'est l'intelligence du corps. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend un temps d'arrêt, si on refait, d'accord, le mouvement de la vie d'un être humain, d'abord, on est un petit fœtus, on grossit dans le ventre de sa maman, on sort du ventre. Donc là, pour l'instant, on est un corps. Hein. Tout ce qui est au niveau psychologique et tout ça, ça arrive après. On sort du ventre, on fait des mouvements, on respire. Au début, on pleure et après, on apprend tout ce qui est cognitif au fur et à mesure. Les premières années, mais notre corps fait déjà le boulot depuis qu'on est dans le ventre de la maman. Du coup, en fait, l'intelligence du corps de se développer, de pouvoir bouger dans l'espace, de tomber, de se relever, de la coordination, etc. Mais c'est extraordinaire et ça a une puissance mais incroyable. Et le problème, c'est qu'on est tellement dans une ère cognitive où tout doit passer par le cerveau, par la compréhension, qu'on en oublie en fait l'outil principal qui est notre corps, qui est notre corps. Donc, pourquoi je fais cette petite parenthèse pour expliquer aux gens qu'à un moment donné, quand tu as une émotion qui arrive, moi, très souvent, ce que je fais, je dis, OK, tu vas te relâcher tranquillement, tu te mets allongé, assis, debout, et puis tu vas essayer de sentir à l'intérieur de ton corps où se cache cette sensation de tristesse ou de peur ou d'angoisse par rapport à ton match. Et forcément, je n'ai jamais une personne qui m'a dit nulle part. Quand les gens te disent, peuvent te dire je sens rien, c'est qu'ils sont tellement dans le cognitif en fait qu'ils ont peur de descendre dans le corps parce qu'ils ont peur de lâcher prise. Ça demande du lâcher prise aussi parce que en
en fait, ton corps, tu sais pas comment il va réagir et tu sais pas ce qui va se passer quand t'as pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et donc, du coup, quand tu arrives et que tu te dis, OK, faut que je lâche prise et je me laisse aller. OK, au niveau de mon corps, ah ben tiens, ouais, là, c'est au niveau du cœur. Je sais pas pourquoi. Je sens que c'est comme s'il y avait une boule. OK. Et elle te fait penser à quoi, cette boule? Tiens, c'est bizarre. Ça me fait penser, je sais pas, à ma mère. OK. Et ça te fait penser à quoi? Ben, tu vois, quand j'étais gamin et que j'avais fait un match, à la fin du match, et ben, j'avais perdu, elle m'avait pourri et, OK. OK. Et si tu lâches cette pression par rapport au match et que tu penses plus du tout à ta maman ou au regard et faire plaisir à tes parents, etc., qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, ça va déjà mieux. Ok. Si tu mettais ton intention plutôt sur toi que sur le fait de faire plaisir à tes parents, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et tu vois, très souvent, c'est des choses comme ça qu'on peut faire en auto-coaching. Oui, là, tu disais, t'aides la personne à sentir une boule au niveau du cœur, tout ça, et puis ce que ça te rappelle, tout ça. J'imagine la personne, si elle est toute seule, ça va être difficile pour elle de le faire elle-même. Comment je suis un joueur avant un match et puis je sens qu'il y a de la pression. Comment je fais pour gérer ça? Est-ce que tu as un moyen Alors, de m'aider? ouais, alors c'est toujours pareil, c'est de l'exercice. Les gens, ils croient que tu arrives comme ça, tu prends une formule magique et tu la mets en place et ça y est, ça marche. C'est de l'exercice, c'est s'entraîner. Comme la respiration, tu vois, toi, tu es spécialiste là-dedans, tu as fait beaucoup de choses dans la respiration. Tu as beau faire une séance, montrer à la personne, si elle s'exerce pas derrière, bien sûr, ça va être un peu mieux parce qu'elle aura eu des tips, mais ça va pas avoir le même impact que si elle s'entraîne régulièrement à le faire. Donc moi, la première des choses, parce que ça, je trouve que c'est hyper fort de partir du corps, c'est de se dire, OK, bah, je vais essayer juste 1 minute par jour, tiens, de me synchroniser avec mon corps et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. OK, tiens, dans quelle énergie je suis? Est-ce que je me sens plutôt bien? Est-ce que je me sens plutôt pas bien? Quel est le sentiment qu'il y a? Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie? Est-ce que je me sens ému, en gratitude? Et déjà de percevoir ces petites choses-là. Pas à partir de la tête, hein, vraiment à partir du corps. Parce que de temps en temps, on est tellement dans la tête que c'est la tête qui nous envoie des infos. Donc c'est vraiment partir du corps. Et après, c'est se dire avant un match, ok, j'ai pas forcément cette connaissance-là où je suis pas forcément encore un spécialiste au niveau de mon corps et je sais pas forcément où se sentir, tu vois, à quel endroit il y a l'émotion, etc. Ben c'est juste, tu vois, faire des petits exercices de respiration. Par exemple, tu vois, on en connaît un classique, tu vois, lever les épaules et tu vois, relâcher comme ça, en vidant vraiment les poumons et en y allant vraiment, tu vois, avec une grosse énergie. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire, ou à l'inverse, réguler avec de la respiration abdominale, ventrale, en gonflant le ventre, en expirant longtemps. Voilà, avec des temps, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Toi, j'invite les gens à regarder. Tu as plein de vidéos sur la respiration pour donner ce genre voilà, d'exercices aussi qu'on peut faire avant les matchs. Et ça, je pense que c'est sympa. Il y en a d'autres, ça va être de regarder une petite vidéo. Voilà. Ils vont regarder des petites vidéos, soit de motivation, soit à l'inverse des petites choses. Il y en a, ça va être écouter de la musique. Il y en a, ça va être aller courir autour du terrain. Voilà, et se faire un petit échauffement un peu plus dynamique. C'est toujours Ok. pareil. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois, toute faite. C'est chacun Ok. vraiment son degré de connaissance et comment il se ressent. Ok. Alors maintenant, c'est bien, là, tu as donné un panel d'idées. La personne qui regarde ça peut se dire, tiens, ok, je vais me brancher plus sur la respiration, plus sur courir, plus sur la musique, plus sur regarder une vidéo, plus, tu vois, je peux tester et chercher des choses. Tu vois, ça me je l'ai fait avec un joueur de padel qui est venu me voir là il y a 3 semaines et qui m'a dit Mhm. moi je vais arrêter, j'arrive, je suis tétanisé, etc. Et puis on a essayé de chercher, ok, t'as fait du sport plus jeune, c'est un adulte, tu vois. Tu vois ouais j'ai fait tel sport. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu y allais et tu te sentais bien? Ouais ben on était là, on mettait la musique à fond. Je dis bah écoute tu sais quoi, hein, avant d'arriver à ta partie de padel ou à ton tournoi, tu te mets une musique vraiment que t'aimais à l'époque du sport où tu étais vraiment fort et tu te mets la musique à fond et tu te refais le même truc. Il m'a envoyé un message à la fin de la soirée, je fais mon meilleur tournoi de ma vie, Antoine, j'ai mis juste la musique, mais c'est rien en fait. Comment je n'y ai pas pensé tout seul? Je dis bah oui, mais en fait c'est toi t'es juste un déclencheur en fait. Tu mets juste en lumière des choses qui existent chez la personne en fait. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, Tony Robbins, il avait travaillé avec André Agassi à un moment donné.
Et c'est quand Agassi il était descendu, puis il était allé le voir, et puis tout d'un coup il a eu des bien meilleurs résultats, et puis il avait dit ah, merci merci, et Tony lui avait dit bah, t'as pas à me remercier, je t'ai juste aidé à retrouver le chemin, comment tu faisais pour y arriver, donc je t'ai redit comment c'est que tu marches, c'est tout. J'ai juste posé les questions et c'est toi qui as fait. Et c'est ça. Et très souvent, entre guillemets, les très bons coachs, ils vont pas donner les recettes. Ils vont juste aider la personne à lui faire émerger ce qu'il y a en elle déjà. Tu vois, parce qu'au final, on a les réponses en nous. La Hmm. seule chose, c'est que la plupart sont pas conscientes. On a tellement de poussière ou accumulé, tu vois, d'événements négatifs ou de fausses croyances ou de croyances limitantes qu'en fait, on se sent persuadé qu'on peut pas y arriver. Et moi, ça, c'est ce que je préfère dans mon job. C'est le plus sympa et c'est surtout avec les adultes. Avant d'arriver à la première séance, ils disent toujours, moi, je peux pas faire ça. Moi, j'arriverai pas à faire ça. Bon, là-dessus, je suis limité, etc. Et puis, il te sort, mais tous les conditionnements. Là, tu dis, bon, ok. Et si je te montrais en une demi-heure que tout ce que tu dis, c'est vraiment des conneries. Hmm. Très souvent, à la fin, ils te disent, ah ouais, en fait, je me suis enfermé dans des schémas et dans des croyances. Mais en fait, tout seul, quoi, comme un grand. J'ai plongé les deux pieds dedans Hmm. et donc, c'est ça, quoi. C'est s'ouvrir, c'est accepter de rechercher en se disant, tiens, mais en fait, la vie change, la vie bouge. Tu vois, les choses bougent. Donc moi aussi, je bouge avec ça. Et Ouais. au lieu de m'enfermer, et tu vois, j'aime bien ce truc en communication non violente de enfermement. Tu Hmm. vois, le mot enfermement, tu peux aussi tu vois, le mettre comme ça, l'enfer. Donc, tu te mets en enfer et ça me Hmm. ment. C'est un mensonge en fait, parce que tu Hmm. t'enfermes que là-dedans. Si tu vois la Hmm. chose d'une manière différente, t'as très souvent une issue. Tu vois, un moyen de t'en sortir. Hmm. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, une séance qui m'a particulièrement marqué. Moi, j'aime beaucoup faire du travail en mouvement. C'est-à-dire que des fois, quand je prends les gens, au lieu de m'asseoir à un bureau face à face et puis de discuter, on va marcher. On va marcher. Et donc, du coup, j'ai fait une séance avec une dame à un moment donné qui vraiment était au bord de la rupture. Elle a dit, voilà, moi, c'est simple, je vais prendre mes affaires, me barrer de chez moi, tout quitter, femme, enfin, enfant, mari, etc. Et donc, on a vraiment été travailler, tu vois, là-dessus. Et donc, on est passé par le corps, par des mouvements, tu vois, de la libération, etc. Et c'était magnifique, c'était en coucher de soleil en plus, tu vois, sur les collines là, à Nîmes, tu vois, vraiment seul au monde. Et ça, c'était vraiment un coaching hyper marquant, quoi. C'était d'une énergie, et c'était c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Et tu vois, elle a vraiment libéré et c'était bien, quoi. Et vu que ça passait par le corps, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand ça passe par le corps, derrière, tu as beaucoup plus de stabilité Hmm. si tu veux. Derrière, en fait, c'est libéré dans le corps. Donc, en fait, la tête, elle a plus rien pour se nourrir de l'énergie négative, Hmm. tu vois, ou de cette situation. Quand tu y penses, après, c'est vide, en fait. Parce que dans le corps, il n'y a aucun endroit où ça va se réactiver, vu que tu as libéré cette tension. Hmm. Et donc, si tu veux, tu C'est peux quoi naturellement libérer alors? passer. Ça veut dire quoi se libérer là dans ce cas-là? Se libérer, c'est simple, en fait. C'est libérer l'énergie négative, tu vois, qui t'emprisonne à un certain endroit, en fait. Le corps a des mémoires. Et en fait, ces mémoires sont stockées partout dans le corps. Et donc, c'est se dire, OK, à quel endroit elle est cette mémoire-là et la faire exploser. Donc, ça peut être de différentes manières. Tu vois, il y a des fois des gens, moi je leur dis, vous allez maintenant, en plus, ça commence à être un petit peu à la mode, vous allez vous faire une balade, puis vous prenez des gros cailloux et boum, vous allez les jeter, vous allez hurler, vous prenez des bâtons et tu vois, vous tapez. Après, moi, je fais des choses plus précises parce que je passe par les motricités. Donc, je regarde dans quelle motricité, dans quelle famille motrice est bloquée, tu vois. Voilà, et bloquer la personne, à quel endroit est sa peur ou à quel endroit, tu vois, est son blocage émotionnel. Et on travaille sur cette motricité à libérer, tu vois, par le corps ces choses-là. Mais des fois, ça peut être aussi par la respiration, par des mots, par l'art-thérapie. Je sais qu'une fois, ça, c'est une autre séance qui m'a marqué. Un jeune qui avait très, très mal au dos, 6 mois de galère, etc. J'ai dit, OK, tu sais quoi, on va se concentrer sur le dos, cette douleur, et on va faire un dessin. Et sur le Hmm. dessin, à un moment donné, il fait un petit dessin comme ça là-dessus, et puis il voit une croix. Il me dit, tu vois, il y a écrit positif. Je dis, ouais, mais attends, c'est en vert, etc. Moi, je vois plus, tu vois, la pharmacie, ambulance, etc.
puis médite un peu là-dessus 5 minutes, il finit la séance, il sent complètement débloqué derrière, plus de mal au dos. Ok, là, tu as commencé à parler un peu plus des préférences motrices et d'action type. La prochaine question, euh, c'est plus action type. Donc, on va juste introduire ce que c'est un peu plus précisément. Tu parlais beaucoup du corps. Euh, donc, ouais, qu'est-ce que c'est en deux mots cette idée de préférence motrice? En fait, en 2 mots, Action Type, c'est une approche qui a été fondée dans les années 90, en 1989, en fait, par 2 coachs de volleyball qui s'appellent Rafi Polite et Bertrand Terrolas, qui étaient sélectionneurs en fait d'équipes de volley, un de la France et l'autre de la Suisse. Et en fait, ils jouaient souvent, ils sont liés d'amitié. Et c'était des chercheurs. Il y en a un qui travaillait déjà avec l'INSEP en France, l'autre était l'entraîneur suisse et il travaillait avec Macolin. Donc voilà, c'est comme l'INSEP mais de la Suisse. Et c'était voilà 2 personnes incroyables. Et en fait, ils se sont dit mais comment ça se fait que dans une équipe, quand tu donnes des informations, il y a la moitié qui comprennent et déjà la moitié qui comprennent pas, et qu'en plus de ça, dans la façon de faire les choses, et ben au final, t'es jamais personne qui réussit à faire le même mouvement, la même chose par rapport à une même intention que t'as donnée. Et donc, ils avaient déjà fait de la recherche un peu chacun de leur côté. Donc, ils ont, tu vois, mis tout ça ensemble. Et en fait, ils ont découvert qu'il n'y avait pas une seule façon unique de fonctionner. Et donc, dans la motricité, en fait, il y a des gens qui pouvaient faire des choses avec beaucoup plus de rotation, par exemple, que d'autres. Il y a des gens qui percevaient mieux les informations du côté gauche et d'autres du côté droit. Il y a des gens qui étaient meilleurs, par exemple, quand on parle du tennis, quand ils frappent la balle et qu'ils bloquent la respiration, et d'autres quand ils soufflent pendant qu'ils font leurs gestes, tu vois. Et ils ont découvert tout ça. Et ensuite, ce qu'ils ont fait aussi de fabuleux, c'est qu'ils ont découvert que ces préférences motrices, du coup, par rapport à la personne qu'on est, étaient en fait en lien direct avec les préférences cognitives, dans la façon dont fonctionnait notre cerveau. Donc quelqu'un qui va naturellement te serrer la main en ouvrant la main, tu sais par exemple que c'est quelqu'un quand tu vas lui parler, tu vas lui parler de long terme, tu vas lui parler de vision, tu vas lui parler du futur. Quelqu'un qui va te serrer la main plus comme ça, c'est quelqu'un qui est dans le présent, un peu plus dans le détail. Donc voilà, et ça, mais il y a un nombre de combinaisons qui sont hallucinantes. Et donc moi, quand j'ai appris ça, vu que j'étais déjà un coach un peu atypique, qui était vraiment en grand questionnement sur le fait, mais pourquoi lui ça marche, pourquoi lui ça marche pas, pourquoi. Et du coup, j'ai dit, mais ça, il faut que je fasse cette formation-là, il faut que je fasse ça, quoi. Et donc, je me suis certifié à l'approche Action Type et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir bosser, du coup, avec Bertrand Terrola, qui est le cofondateur de l'approche, et toute une bande autour de lui, avec Philippe Poussin aussi, qui est un des grands formateurs là-dedans, et de développer la partie tennis et padel plus spécifiquement, mais c'est chouette. Et l'idée, c'est Ouais. vraiment ça, c'est de voir qu'en fait, tout est individualisable, mais dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on a une dynamique. Et c'est ça qui est important. C'est de Hmm. se dire qu'on a une certaine façon de bouger et de penser, mais qui est dynamique. C'est-à-dire quand on est sous stress, il y a des éléments qui changent. Il y a des éléments qui sont différents. C'est-à-dire qu'on est capable de tout, en fait. Mais l'idée, c'est de comprendre quand on entend préférence, c'est pas de se dire on fonctionne d'une façon unique. C'est de se dire on a une porte d'entrée principale, mais on peut aussi entrer par la baie vitrée extérieure, on peut rentrer par la porte du garage, on peut escalader et rentrer par la fenêtre. Mais comment s'organise tout ça? Et en fait, quand on connaît notre fonctionnement naturel, sachant qu'on part du corps, du coup, et qu'on sait que le corps ment pas par rapport à la pensée, hein, très souvent, on peut se mentir. On peut se regarder dans une glace 10 fois et se dire je suis beau, je suis beau, je suis beau. Si tu le ressens pas, il va rien se passer. Alors si tu ressens vraiment une beauté interne profonde, tu peux dire je me sens moche. Tu vas garder Hmm. l'intention que tu as. Quand j'ai fait un peu de théâtre, on s'entraînait à faire ça. C'est-à-dire par exemple je t'aime avec le ressenti de je te hais et Hmm. faire l'inverse. C'est Hmm. hyper dur. Mais en fait, ça te montrait que waouh, quand tu as l'énergie, en fait, l'énergie est plus forte que la parole et que ce qui se passe dans la tête. Et ça, je M'étonne. trouve que c'est une mine d'or quand tu comprends ça, surtout pour les coachs aussi, tu Hmm. vois, ou les parents.
temps en temps, il y a des parents, ils vont dire aux gamins au bord du terrain, allez, vas-y, etc. Mais dans leurs yeux ou dans leur attitude, tu vois qu'ils sont tétanisés ou qu'ils sont super énervés. Le gamin, il ressent cette énergie-là, Hmm. Il n'y a tu pas la vois. cohérence. Il n'y a pas la croyance, il n'y a pas le ressenti, tu vois. Moi, je parle Connaissance. de plus en plus, tu vois, là-dessus, d'énergie, de ressenti, de ce qui se passe au niveau de ta vibration. Tu vois, je suis de plus en plus là-dedans parce que je suis de plus en plus certain que ça, c'est vraiment la plus grosse clé qu'on peut avoir. Hmm. Donc là, par rapport à ces préférences, quand tu rencontres quelqu'un pour une séance, tu vas faire, ça s'appelle un profilage ou un test, je ne sais pas exactement, je ne sais jamais les noms, et tu vas pouvoir dire à la personne, OK, toi, tu es plus comme ça. Ouais, en fait, l'idée, c'est que tu fais une première séance, donc un peu de bilan, tu vois, de check-up. Donc, tu fais un profilage, action type, et donc, du coup, tu travailles sur des mouvements. Donc, il y a tout un protocole, voilà, qui est vraiment bien fait dans un ordre précis. Il faut vraiment que la personne se sente détendue, bien. Donc, Hmm. tu vois, tu as vraiment une posture à avoir, parce que vu que le profil bouge, si tu prends la personne après 3 heures de bagnole, elle s'est frappée 2 heures d'embouteillage, elle a la tête grosse comme ça, forcément, elle est dans un des profils, tu vois, un peu plus de compensation. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien pour savoir quelle est, entre guillemets, sa dynamique naturelle de profil. Où est vraiment sa zone de flow, donc la zone où vraiment elle est le plus performante, et ses autres zones avec, sa zone de récupération et partout où elle va. Donc, pour ça, en fait, l'idée, tu fais ce OK. testing-là quand la personne est bien. Et ensuite, pendant une dizaine, quinzaine de jours, il va y avoir des petits exercices, tu vois, au niveau du corps à faire, de ressenti, pour valider ou à l'inverse, invalider son profil en disant, tiens, ben ouais, je me sens bien avec cette épaule devant l'autre. Tiens, c'est vrai que quand mon poids du corps est plus sur l'avant, ben tiens, là, je suis à 8 sur 10 à chaque fois que je suis là-dedans. Ou à l'inverse, elle va pouvoir te dire, ben non, là, tu vois, quand je suis dans la position que j'étais, ben j'étais à 2, mais pourtant, derrière, je me sentais mieux. OK. Et donc, au bout de 15 jours, tu rappelles la personne, tu en discutes et tu dis, OK, bon, maintenant, vu que j'ai beaucoup d'exercices et trucs, c'est rare que, tu vois, ça change, mais de temps en temps, ça peut arriver. Donc, dans ce côté-là, hop, tu refais et tu dis, OK, voilà, jusqu'à ce qu'émerge vraiment la bonne Hmm. dynamique de profil. Et ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui va arriver sur 3 minutes, qui va dire, boum, boum, t'es tel profil, t'es comme ça. Non. Et puis, on est personne pour juger les gens et pouvoir dire, c'est ton fonctionnement, il est comme ça. La personne, tu vois, elle se l'approprie. C'est elle qui ressent à partir du corps, ah tiens, oui, ça, ouais, c'est vraiment moi. Ou de temps en temps, il y a des gens avec qui je travaille et qui me disent, tiens, non, regarde, je lis la fiche du profil et tout, c'est pas du tout moi. Je dis, OK, là, on est au boulot. Elle me dit, oui, au boulot, je suis pas comme ça. Je dis, OK, quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Ah ben, quand je suis avec mes enfants. OK, comment tu fonctionnes? Puis là, la personne, elle sourit. Elle dit, OK, oui, je suis exactement ça. Je dis, OK. Hmm. Et donc, t'en traduis quoi? Ben, en fait, qu'au boulot, c'est là où je suis 80% de mon temps. Mais c'est là où en fait je fonctionne vraiment entre guillemets en mode récupération, donc dans un système dans lequel je dois être 20% du temps à peu près. Donc quoi, où j'ai peut-être des petites modifications à faire pour me sentir plus à l'aise. OK. Donc là, ce que tu expliques là, c'est que ce système de pensée, ce système de profilage, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui bouge tout le temps et c'est pas quelque chose, je te donne, t'es tel type et puis c'est comme ça pour le reste de ta vie. Ça, c'est la première chose que j'entends. Et la deuxième chose que j'entends aussi, c'est que tu parles du profil de récupération. Là, par exemple, cette femme qui est au travail, qui passe son temps dans son profil de récupération. Comment on peut reconnaître qu'on est dans ce profil-là et pas dans ton flow, dans là où t'es à ton top? Alors, deux choses pour reprendre ton premier exemple, enfin, ce que tu as dit. Donc ouais, on est toujours en mouvement, on est vraiment dans une dynamique de profil. Il y a juste certains éléments structurels qui ne changent jamais. Par exemple, il y a des gens qui sont plutôt associés entre la ligne du bassin et celle des épaules. Et il y en a d'autres qui sont dissociés. Ça, c'est structurel, c'est à la naissance, donc ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Tu es Ok, associé ou dissocié. juste pour expliquer, associé, ça veut dire que tout le corps, il bouge en même temps, tandis que Exactement. dissocié, C'est-à-dire, par exemple, ouais, vas-y. ça veut dire que si tu es par exemple sur une chaise comme là on est, si Hmm. tu tournes et que tu fais une rotation comme ça,
D'accord? Il y a Mm. certaines personnes, les hanches vont devoir tourner en même temps que les épaules, que la personne soit à l'aise et que ce soit Ouais, fluide, et ouais. qui vont avoir une amplitude assez courte. Et tu as d'autres personnes comme moi, par exemple, qui sont dissociées, où là, moi, j'ai pas du tout de problème à me tourner vraiment énormément en gardant les hanches, tu vois, stables et face à l'écran. Ok. Donc ça, Donc c'est ça, un truc qui bouge c'est un pas. des, c'est un truc qui bouge pas. Tu vois, par exemple, en sport, ça, c'est hyper important. Par exemple, quand très souvent on travaille avec des mixing balls ou au tennis, on travaille les ouvertures et on dit très souvent dissocie le haut du bas. Tu vois, va loin avec tes épaules, etc. Il y a des gens pour qui ça marche très bien, mais il y en a d'autres, tu les flingues en faisant ça. Et inversement pour les associer. Donc ça, c'est des petites choses qui sont hyper importantes dans la prise en compte des profils. Tiens, mais attends Donc deux ça, c'était secondes. pour faire une petite. Ça me fait penser, là, justement, avec mon joueur, là, des fois, il me dit, putain, en coup droit, je sais que c'est bien que je tourne et j'arrive pas à tourner des fois. Ouais, ouais, Moi, je ouais. lui dis, bah, ok. Ouais, Comment donc il faut trouver une adaptation en fait pour pouvoir gagner, par exemple, faire tourner un petit peu plus le pied dans l'ouverture. Tu vois, par exemple, Hmm, quand il en a plus ouvert, hmm, derrière la hanche soit un peu plus libre, gagner de l'espace au niveau de la hanche et au niveau de la rotation avec hanche-épaule. Tu vois, hmm. ce genre de petites astuces, de petites choses très fines pour gagner quelques centimètres et derrière, qui puissent se libérer au maximum. C'est toujours pareil, en fait, l'idée, c'est d'être le plus économe possible pour pouvoir être le plus productif possible. Hmm, C'est-à-dire perdre le moins d'énergie pour être le plus efficace possible. hmm. C'est ça, ce qu'on veut, c'est de l'efficience, en fait. On veut Ouais, pouvoir être efficient et dans ouais, la durée. ouais. Que ce soit psychologiquement comme au niveau de notre corps. Pour ne pas être blessé, pour pouvoir se sentir le maximum relâché, pouvoir se connaître le mieux possible et être le plus fluide possible, que ce soit le joueur, les parents, le coach, et que tout le monde se comprenne le mieux dans le projet. Et comme ça, au niveau émotionnel, forcément, la gestion du projet va être beaucoup plus facile. Même s'il y aura toujours émotionnellement, je le redis, je veux pas vendre du rêve, il y aura toujours des hauts et des bas, des vagues, voilà, des choses sur lesquelles il faudra rediscuter, se recalibrer, etc. Et après, donc ça Ok, c'était la première chose. ouais. Et la deuxième, ouais, si tu voulais Ouais, rajouter je quelque voulais chose. dire que, donc là, tu disais qu'il y a des choses qui bougent pas, comme le fait d'être associé, dissocié. Euh, et puis, il y a des choses qui bougent. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a un œil moteur gauche, comme moi, ils vont connaître mon profil, les gens, au fur et à mesure. Je vais prendre mieux l'information sur la gauche. Tu vois, quand je vais être en réunion, je vais préférer que quelqu'un soit sur ma gauche, etc., parce que c'est du mouvement. Mais quand je suis très fatigué, eh ben, c'est l'œil droit qui va prendre le relais. Tu vois. En fait, l'idée, c'est de comprendre. Il y a un exemple qui est très simple là-dessus, c'est l'exemple du sac de course. Tu prends un sac de course qui est lourd. Donc moi, je suis droitier, je me sens mieux à droite. Hop, j'ai plus de force, donc je le prends de la main droite. J'y vais. Si je mets un chrono de 10 minutes, par exemple, je vais le tenir 7-8 minutes. Normalement, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas attendre les bras croisés que mon bras se régénère. Comme 100% des gens, je vais changer, je vais le prendre de la main gauche. Et là, au bout de 2 minutes, 2-3 minutes, eh ben, ça va chauffer un peu. Et l'autre, il aura récupéré. Et donc là, je vais lui repasser la main. Et en fait, c'est ça. C'est Hmm, d'arriver à se comprendre pour savoir un petit peu comment je fonctionne. Et au lieu de forcer, de vouloir refaire toujours la même chose, même quand on se sent fatigué, c'est se dire, OK, ben, je passe sur un autre mode de fonctionnement. Tu vois? Et, Donc, quand je suis passé, là, pour et répondre à ça la me... question, excuse-moi d'interrompre. Là, tout à l'heure, on était Mhm. sur la question de cette femme qui est au travail, qui est dans un processus, tu as dit, de récupération. Comment elle peut reconnaître qu'elle est dans cette dynamique de récupération et plus utiliser son flow qu'elle suit naturellement quand elle est à la maison? En fait, c'est une question de posture, si tu Ok. veux. Juste pour te dire un petit truc sur comment dire, la dynamique de profil. Donc, ton profil de récupération, c'est aussi, on peut l'appeler le profil, tu vois, complémentaire. C'est-à-dire que c'est récupérateur, mais c'est aussi complémentaire. D'accord? Ok. Donc, ce profil-là complémentaire, en fait, si tu veux, tu as les gens, donc on a dit, non, on l'a pas dit, on n'en a pas parlé encore de la marche.
donc qui marche, ce qu'on appelle la marche par le haut, donc c'est-à-dire qu'on clenche les épaules avant le bassin pour marcher, Mhm. d'accord? Donc ça a été nommé et remasterisé, on appelle ça les aériens aussi. Et tu as les gens qui, à l'inverse, initient le mouvement par le bassin, et donc eux vont être beaucoup plus droits en termes de posture. Et eux, en fait, c'est le bassin et après les épaules, d'accord? Ça, très simplement, on peut le voir. Tu as des gens qui, quand ils vont se lever de leur chaise, ils vont pencher les épaules vers l'avant et après se lever naturellement. Et tu as d'autres gens, ils vont rester assez droits et hop, naturellement, ils vont se lever ici. Ça, c'est un des petits exercices qu'on peut faire pour voir, pour pouvoir avoir une idée un petit peu de quelle marche on utilise. D'accord? Par rapport à ça, quand tu es droit, ok, l'exercice que les gens peuvent faire pour voir, c'est juste qu'ils se relâchent et naturellement, en fait, notre corps oscille tout le temps. On en a conscience ou pas. Et juste, en fait, tu vois, si quand le corps oscille, eh ben, il oscille un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Quand tu fais la séance de profilage, tout ça, en fait, on travaille beaucoup sur la sensibilité du corps. Donc, forcément, quand tu sors du profilage, ton corps, tu l'appréhendes d'une manière différente. Tu es beaucoup plus sensible qu'avant à ton corps. Tu vois, je travaillais avec une cavalière, on a fait le profilage. Après, elle m'a dit, Antoine, quand je suis remonté sur mon cheval, ah, mais la connexion avec lui, c'était direct plus fluide, quoi. Enfin, vraiment, j'ai une connexion à mon corps et qui était, mais beaucoup plus importante. Donc, l'idée là-dessus, c'est de se dire, OK, comment je me sens? Et en fait, quand tu as fini, si tu veux le profilage, tu sais si naturellement tu vas plus vers l'avant ou vers l'arrière dans ton flow. Et donc, forcément, quand tu fais l'exercice, naturellement, à force de le bosser, hop, dès que ton corps, par exemple, pour moi qui vais vers l'avant naturellement, quand je vais vers l'arrière, hop, je sais que je suis en mode récupération, tu vois. Ok. Je suis dans mon profil complémentaire. Et c'est que, Hmm. par exemple, quand je relâche, je suis vers l'avant, ben, je suis bien, tu Hmm. vois. Et de temps en temps, je me sens pas forcément bien dans ma tête, mais mon corps me dit si t'es bien. Donc là, je me dis, OK, toi, c'est de te reconnecter, te faire confiance à ton corps et juste, tu changes ton intention. Et en faisant ça, franchement, maintenant, Donc ça l'invitation roule. encore et encore, c'est de se connecter à ton corps et d'être de plus en plus fin dans cette connexion. Complètement. Plus le temps passe, franchement, et plus je m'aperçois que c'est vraiment ce qui marche de plus en plus. Mais pour ça, il faut lâcher des peurs, il faut lâcher des fausses croyances, tu vois, parce que d'être dans la tête, t'es dans le contrôle. D'être dans le corps, t'es aussi dans le lâcher prise, dans l'inconnu, dans le fait de te dire, tiens, il y a cette émotion-là. Oh, je l'avais pas prévue au programme, celle-là. Ah mince, je suis obligé de l'écouter. Donc, si tu veux, t'es toujours sur le côté émergent. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je fais des coachings, après, c'est peut-être l'expérience aussi qui veut ça, mais je sais jamais ce que je vais faire Hmm. avant une séance. Alors, à part, bon, quand tu vois un suivi d'un athlète, etc., qu'il y a des choses, on va faire une prog, tu vois, sur des trucs spécifiques. Mais sinon, quand les gens viennent me voir pour une problématique, ils me disent, on va faire quoi? Je sais pas, on va voir, on va discuter, puis on va voir l'énergie qu'il y a entre nous, on va voir si on fait une balade, si on fait du dessin, si je prends un paperboard et on écrit des choses, si juste on Hmm. discute, on va voir ce qui émerge, en fait. Et écoute, je touche du bois, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ok. Mais toujours pareil, faut lâcher, tu vois, faut lâcher les croyances négatives et faire confiance, et se faire confiance à son corps. Hmm. Dernière question avec les action types et préférences motrices. C'est une fois qu'il y a le profilage qui est fait, comment utiliser cette info de façon appropriée? En fait, c'est de la mise en pratique. C'est de la mise en pratique. Tu vois, là, je sors d'un cycle, j'ai fait un profilage et 4 séances de padel à un joueur, donc un adulte en plus, hein, tu vois, qu'à la cinquantaine. Et du coup, après le profilage, voilà, il sait s'il est mieux vers l'avant ou tu vois en profil de récup un peu plus vers l'arrière, s'il faut qu'il soit proche du corps ou loin du corps, etc. Et en fait, après, c'est se dire, OK, quand je suis sur le terrain, à quel moment je me sens mieux pour pouvoir être vraiment sur l'avant, être vraiment sur l'arrière, respirer plus avec le ventre parce que je sais que ben voilà, naturellement, je suis meilleur quand je respire avec le ventre ou ici avec la cage thoracique. Et en fait, là-dedans, en fait, tu évolues, tu progresses sur la connaissance de toi, et puis tu te rends compte que les émotions, tu vois, tu les stabilises beaucoup plus vite, quoi. Et c'est le Hmm. retour que j'en ai eu là de, il me dit, écoute, Antoine, je suis arrivé à, je pétais à 2 raquettes par semaine, je n'ai plus une colère. Et par Hmm. contre, je m'autorise une fois de temps en temps
crier un bon coup pour libérer une émotion. En disant, si j'ai envie de m'énerver, je crie, mais derrière, je passe à autre chose direct. Hmm. Tu vois? Et c'est ça aussi. C'est toutes les émotions qui passent, ne Là, pas se dire, qu'est-ce qu'il a fait là voilà, faut arrêter. Pardon, j'ai encore interrompu. Hum. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu cette colère? Et ben, en fait, c'est le fait, tu vois, de se reconnecter à son corps, en un, parce que c'est quelqu'un qui était énormément dans sa tête, Ok. et en deux, de sentir qu'en fait, les postures dans lesquelles il était lui faisaient un bien, mais énorme, Ah. énorme. Et en fait, si tu veux, vu qu'il a augmenté cette sensibilité au corps, quand il faisait une faute, au lieu d'être concentré, ah mais je fais encore une faute, ah mais tu vois mon partenaire, il va encore voilà dire que je suis nul, ah mais j'y passe du temps, tu vois, je paye pas un cours particulier, etc. Et le travail paye pas. Et bien en fait, il était tellement concentré sur lui, ses postures, ses positions, et sur l'intention de mettre la balle à un certain endroit, que du coup, il était plus dans le jugement. Il était plus dans la critique de l'autre. Il était vraiment centré sur lui, comment il se ressentait. Tiens, c'est intéressant. À tel moment, quand je suis fatigué en défense, hop, mon corps, il bascule un peu plus vers l'arrière. Tiens, c'est marrant. Est-ce que Hmm. je suis efficace là-dedans ou pas? Et en fait, du coup, comme ça, si tu veux, au fur et à mesure, on a aiguisé un peu le truc, on a changé un peu, tu vois, certaines postures, la façon dont il respire à certains moments. Et au final, là, il m'a dit, écoute, je me sens super bien, quoi. Je me sens hyper en phase avec moi-même. De toute Hmm. façon, pour moi, l'idée, c'est que la personne voilà, se sentent vraiment, c'est ça, en phase et alignée à elles-mêmes. Tu vois, Hmm. plus que de la performance. C'est qu'elles se disent, oh, je me sens bien. Parce qu'au final, hein, quand on regarde le but de la vie, même s'il y en a qui sont énormément des compétiteurs, c'est de se sentir bien, quoi. Si on tente de résumer tout ce qu'on vient de parler avec le thème d'être fort, de devenir fort mentalement, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de clés dans lesquelles on a déjà dit. On a parlé du fait d'être vraiment conscient de ton corps, de prendre l'habitude de raffiner, ok, comment le corps il se sent, dans quelle attitude il se sent bien. Euh, Au fur et à mesure, donc d'avancer dans cette prise de conscience. On a dit qu'il y avait toujours plein d'outils, quand il y a quelque chose qui marche pas, il y aura autre chose qui est possible. Euh, on a parlé de connaître son profil et du coup des tendances générales dans lesquelles on est bien et du coup un profil normal et un profil de récupération. Ah Quoi ouais, d'autre? sa dynamique de profil. Dynamique de profil, voilà. Euh, voilà, De libérer qui me plutôt. viennent, on a parlé de libérer aussi, libérer son corps, de libérer ses émotions. Qu'est-ce qui te vient d'autre, toi, quand on dit, au final, qu'est-ce que c'est de devenir fort mentalement? Si je résume, c'est accueillir le présent. Hmm. Accueillir, en fait, ce qui se passe ici et maintenant. C'est de la méditation, Si, en tu vois, fait. si j'ai une image ou une idée qui me vient là, c'est Joko, qui, Hmm. tu me diras si je me trompe, hein, mais qui avait dit un jour le déclic de ma carrière, c'est le jour où j'ai vraiment été sur l'instant présent pendant mes matchs et où j'ai vraiment été focalisé sur le moment présent. C'est là où j'ai eu ma bascule véritable dans ma carrière. Ok, eh ben écoute, être fort Exact. mentalement, c'est d'accueillir le présent, tout simplement.